Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens aient pu croire à l'article 5 de l'OTAN. Je ne crois pas que les Américains, de façon automatique, engageraient leur arme nucléaire si jamais les Européens de l'OTAN étaient envahis par une puissance quelle qu'elle soit. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des grands entretiens d'Anne Rosenchère. Anne Rosenchère, c'est moi, et tous les 15 jours, j'interroge pour vous une personne pertinente sur un sujet en particulier. Je ne suis pas au courant de ce qui a été décidé par le président Trump dans cette affaire iranienne. J'ai quand même le sentiment qu'il y a eu une sorte de saisie d'opportunité. Voilà. Et que la saisie d'opportunité, ça ne fait pas une stratégie et ça ne fait pas une vision de long terme et ça ne permet pas de définir des objectifs à atteindre. L'Europe doit devenir une puissance, ça me paraît indispensable. Autrement, on s'expose très directement à être soumis et à être esclave. Pour cette nouvelle édition, je reçois le général François Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, aujourd'hui grand chancelier de la Légion d'honneur et, selon moi, l'un des plus fins penseurs contemporains des notions de commandement, d'autorité et de fraternité au combat. L'éthique de l'obéissance n'existe pas sans un droit à la contestation, même une obligation morale qui est faite au chef militaire de contester, de critiquer. Alors la paix éternelle dans laquelle l'Europe semblait s'être installée a-t-elle pris fin? À quoi faut-il désormais s'attendre et y sommes-nous prêts? Pour répondre à ces questions, le général François Lecointre est avec nous, avec vous, dans la rédaction de l'Express. Installez-vous, ça commence. Bonjour Général. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'être là. Alors vous dites dans l'avant-propos de votre livre qui a été publié chez Gallimard en 2024 que quelque part vous appartenez à cette génération de soldats et d'officiers, que la paix éternelle dans laquelle l'Europe semblait installée enfin avait rendu inutile, écrivez-vous, et que vous dites, 40 ans plus tard, vous déposez l'uniforme à l'heure où la guerre revient. Qu'est-ce que vous voulez dire? De quoi vous parlez quand vous parlez de cette guerre qui revient? D'abord, je me moque de nous, Européens. Oui, qui avons cru à la paix éternelle. Qui avons cru à la paix éternelle. Parce que ma conviction profonde et ma conviction appuyée, nourrie par l'expérience, c'est que la guerre n'a jamais cessé. Et donc, j'ai toujours regardé avec un peu de stupéfaction, ceux de mes compatriotes que je croisais évidemment normalement quand je rentrais d'opérations en particulier et qui ignoraient complètement ce que je faisais, que ça n'intéressait pas et qui considéraient que c'était l'ultime marque, jalon d'une période de barbarie qu'on était content d'avoir définitivement effacée par le miracle de la construction européenne. Qui était cette forme de sagesse ultime, de stade ultime de développement des civilisations qui allait faire de nous, enfin, parce que nous organisions l'impuissance dans l'Europe, et ça c'est vraiment assez incroyable. On y reviendra. Oui. L'impossibilité de faire la guerre, pour se consacrer, grâce au doux commerce, grâce à des contraintes spécifiques, la paix entre les États membres de l'Union européenne, et que nous devions donc servir comme modèle au reste du monde. Or, le soldat que j'étais passait son temps à la guerre. Bien sûr. Et donc le soldat que j'étais ne pouvait que constater que la violence est dans le cœur des hommes, que précisément d'ailleurs les guerres dans lesquelles nous étions engagés, qui étaient souvent des guerres civiles, créaient des stigmates très profonds et dont nous aurions beaucoup de mal à nous débarrasser et à dépasser, et dont les peuples qui les vivaient auraient beaucoup de mal à dépasser, à se débarrasser. Et donc, cette espèce d'inconscience me paraissait incroyable. Et encore une fois, extrêmement arrogante. Voilà. Parce que il y avait cette satisfaction de la supériorité, quoi. Il y a presque une forme de racisme, quoi. C'est-à-dire, la guerre, c'est fait pour les pays d'Afrique, pour les pays du Moyen-Orient. Et je ne suis pas certain que nous ayons dépassé cela. On va y revenir, mais bien sûr, mais c'est encore au cœur, là, pour l'instant. On voit qu'on ne se réveille bizarrement toujours pas. Enfin, non, on fait semblant. Oui, je pense qu'on ne se réveille pas, en effet. Voilà. Et donc c'est mon avant-propos dans Entre-guerres est ironique d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'enfin les gens disent « Aïe, il va falloir qu'on se confronte à une réalité dure, il faut qu'on la regarde en face. » Voilà. Alors qu'en réalité, elle m'a toujours paru évidente. Voilà.
Et ça, c'est bien sûr, on l'imagine, l'évolution, déjà quand vous écrivez de la situation en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Là, on a vu récemment encore d'autres conflits qui s'étaient ouverts avec les États-Unis, etc. Vous avez l'impression qu'on a basculé désormais quand même dans quelque chose qui est plus évidemment conflictuel que ces 50 dernières années? Oui, il y a une bascule qui est liée aux personnes, d'abord. Voilà. Monsieur Trump, Monsieur Netanyahou, Monsieur Poutine. Il y a une bascule qui procède très directement du déséquilibre accru depuis 40 ans dans les rapports de force et dans l'effondrement des budgets de défense européens et dans la croissance continue des dépenses militaires de tous ces États. Et c'est pas faute de l'avoir observé que c'était documenté par tous les spécialistes, par tous les gens qui s'intéressaient à la géopolitique, aux relations internationales, le documentaient. Mais c'est vrai que là, on arrive à un moment où la désinhibition de ces acteurs qui ont considéré qu'effectivement l'Europe était définitivement faible, qu'effectivement cette norme qu'on prétendait leur imposer leur était insupportable, qu'ils prétendaient effectivement ne pas s'en embarrasser. Et donc cette désinhibition, elle apparaît vraiment maintenant. Ça, c'est vrai qu'il y a cette bascule, mais cette bascule, j'allais dire, le changement dans la continuité. En réalité, tout ça n'est que l'accélération d'un mouvement entamé depuis longtemps. Bien sûr. Et alors justement, parlons-en de l'Europe qui ne se réveille pas. Parlons-en à double titre, je dirais. Le titre presque philosophique dont vous parliez avant, c'était cette volonté de continuer, de ne pas voir le monde comme la possibilité de quelque chose de tragique et de conflictuel, où il faut se penser en puissance. On se méfie de la puissance en Europe. Et je dirais aussi, dans un second temps, même quand on se réveille, nous continuons d'acheter américain. C'est-à-dire que c'est quand même un peu fou, non? Oui, mais ça, c'est compliqué de nous d'en parler, parce que nous, on est Français. Et on a eu raison un peu avant tout le monde là-dessus. Oui, donc on a une posture qui est très différente des autres Européens. Voilà. Oui, mais parlons-en quand même, c'est pas grave, non? Non, mais il y a des tas de raisons qui font que c'est difficile. D'abord parce que c'est difficile d'être courageux, parce que c'est difficile d'être lucide, parce que c'est difficile de reconnaître une sorte de préscience de la France, une situation qui objectivement devrait la placer aujourd'hui comme une sorte de chef de file des États qui chercheraient à recréer une puissance européenne. Or, il y a des États membres de l'Union européenne qui n'ont pas du tout envie de voir la France arrogante donner des leçons aux autres. Donc, c'est à la fois stupéfiant et malheureusement assez peu évitable. Voilà. Donc, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens aient pu croire à l'article 5 de l'OTAN. Auquel je ne crois pas. Et en particulier, je ne crois pas du tout... Précisez peut-être l'article 5 de l'OTAN qui nous met c'est-à-dire l'engagement automatique, notamment américain, en tout cas des États membres de l'OTAN, lorsque l'un d'entre eux est agressé. Or, tout ça, vous avez raison, l'engagement américain, et c'est l'engagement américain et la garantie de la dissuasion nucléaire américaine. Voilà. Je ne crois pas que les Américains, de façon automatique, engageraient leur arme nucléaire si jamais les Européens de l'OTAN étaient envahis par une puissance quelle qu'elle soit. Voilà. Je n'y ai jamais cru et je ne vois pas pourquoi, parce que les leçons de l'histoire nous montrent d'ailleurs que jamais ça ne s'est passé comme ça. Je ne comprends pas que les Européens aient eu autant de plaisir à plonger dans cette illusion-là. Donc aujourd'hui, la question se pose, c'est d'ailleurs le sens de la réponse que fait le président de la République dans son dernier discours sur la dissuasion nucléaire, qui consiste à dire, écoutez, moi je suis prêt, d'une certaine manière, à remédier au départ ou à l'instabilité ou au fait qu'on ne puisse pas se fier à cette automaticité de l'engagement de l'arme nucléaire américaine. Voilà. Et je propose de le faire. Et ce que vous pouvez penser d'ailleurs, c'est que je le ferai d'autant plus qu'il y a une solidarité obligée entre les Européens de l'Est ou du Centre et la France, parce qu'il y a une continuité géographique, tout simplement. Voilà. Et quand on regarde l'histoire des conflits mondiaux, on se rend compte que cette continuité géographique, elle a un sens. Et que d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi un certain désengagement de la Grande-Bretagne pendant longtemps, qui se sentait protégée par la Manche. Voilà. Et donc, les Américains, eux, sont protégés par l'Atlantique, ça fait beaucoup. Donc il y a forcément
Enfin, voilà, cette logique, en fait, géographique, qui peut être un peu plus crédible. Oui, mais encore une fois, malgré tout, c'est encore éloigné. Oui. C'est-à-dire que le degré de conscience de ce que l'Europe doit devenir une puissance n'est pas partagé de la même façon entre les Polonais Bien sûr. et les Français, voilà. Et les Espagnols d'ailleurs. Donc et par ailleurs, mais enfin on s'éloigne peut-être de votre sujet, l'Europe doit devenir une puissance, ça me paraît indispensable, parce que précisément on ne peut pas imaginer d'ensemble aussi nouveau, original que l'Union européenne, qui puisse exister dans un monde de confrontation si cet ensemble géostratégique ne se dote pas des instruments de sa puissance. Voilà. Autrement, on s'expose très directement à être soumis et à être esclave. Alors, entre 2017 et 2021, vous avez occupé le poste le plus haut gradé de toute l'armée française, qui est le chef d'état-major des armées, qui assure le commandement de toutes les opérations militaires, sous l'autorité, bien entendu, du président de la République. Ce qui m'amène à vous poser une question, car vous avez vu comment s'exerce la décision politique. Quelle est la bonne attribution des rôles entre le militaire et le politique dans cette prise de décision militaire et stratégique? Les choses se passent d'abord généralement en Conseil de défense. Mais ça peut aussi se passer dans des rencontres qui ont lieu de façon très récurrente tous les mois entre le président de la République et le chef d'état-major des armées en tête-à-tête. Voilà. Pour lequel, en fonction des opérations dans lesquelles il est engagé, ou en fonction de l'actualité et de ce qu'il faut déclencher comme opération, le président de la République donne des injonctions au chef d'état-major des armées, et celui-ci lui fait des propositions d'engagement militaire. Les propositions d'un chef d'état-major des armées, elles ne naissent pas de son cerveau embrumé ou génial. Elles proviennent d'une analyse complète d'une situation qui est faite par un état-major, qui est un gros état-major, très complet, qui s'appuie sur les éléments que donnent des services de renseignement, en l'espèce la direction du renseignement militaire, et avec une analyse à la fois des moyens dont on dispose, d'objectifs tactiques ou d'objectifs opérationnels qu'on peut proposer au président de la République comme correspondant à la vision politique qu'il a de la résolution de la crise. Voilà. Et c'est ça qui est très très important. Aujourd'hui, on se pose la question de est-ce que l'engagement américain ou israélien en Iran aura été un échec ou une réussite ? Récemment, j'ai un de mes amis qui me disait, je ne répondrai pas, mais en fait, pour dire si c'est un échec, il faut savoir quelle était l'intention de départ. Oui, le but de guerre, comme on dit. Et donc, si on ne sait pas ce qu'est l'intention de départ, on ne peut pas savoir si l'opération aura été un échec ou pas. Et donc, ce qui est très important, c'est que le président de la République, il a évidemment une vision politique et stratégique. Il a des intuitions, il souhaite arriver à tel objectif, à tel résultat. Et dans le résultat, une part est prise par l'engagement militaire et par les objectifs opérationnels qu'on est capable d'atteindre. Mais donc, il faut faire approuver ces objectifs opérationnels par le président de la République. Voir ces objectifs opérationnels, parce qu'ils sont plus ou moins faciles à atteindre, peuvent conduire à proposer au président de la République de faire évoluer sa propre vision stratégique ou ses propres objectifs stratégiques. Ça c'est joliment dit pour dire quand on n'est pas d'accord, en fait. C'est ça. Comment ça se passe quand on n'est pas d'accord ? Quand on n'est pas d'accord, on le dit d'abord. D'accord. Ce que les armées ont de particulier, c'est une éthique de l'obéissance. Voilà. Mais l'éthique de l'obéissance n'existe pas sans un droit à la contestation. Même une obligation morale qui est faite au chef militaire de contester, de critiquer, de juger de la pertinence des objectifs opérationnels qu'on lui demande d'atteindre. Voilà. D'accord. Parce que c'est la vie de ces hommes qui est en jeu, et parce qu'il a une compétence propre, et que cette compétence propre, le chef militaire ne peut les mettre à disposition du politique que s'il dit très clairement les choses. Voilà. Parce que, au bout du compte, il sait qu'il obéira. Et je pense que c'est en cela, d'ailleurs, qu'il y a une différence entre peut-être des grandes institutions civiles et l'institution militaire. C'est que cette éthique de l'obéissance fait que le militaire, le chef militaire, c'est qu'une fois qu'il aura eu cette période de contestation, de débat, de dialogue, qui consiste à dire mais cet objectif opérationnel a un coût beaucoup trop élevé si on le rapporte à vos propres objectifs politiques ou stratégiques, on sait qu'une fois que ce dialogue aura eu lieu, quoi qu'il arrive, et même si on n'est pas d'accord avec le président de la République, on obéira.
Et cette obligation que nous nous fixons à nous-mêmes de l'obéissance absolue, qui est dans les statuts militaires, qui fait que les armées ont un sens du service, me semble-t-il, particulièrement développé, qui par ailleurs va et comporte la mort qu'on donne et la mort qu'on reçoit. Cette obligation que nous nous fixons à nous-mêmes de l'obéissance justifie d'autant plus la contestation. Parce qu'on ne voudrait pas être passé à côté d'un scrupule, d'une erreur qu'aurait pu faire le président de la République et qu'on ne lui aurait pas signalé, d'un danger qu'il fait courir aux hommes qui vont être engagés dans l'opération. Voilà. Donc il y a toujours ce qu'on appelle pudiquement le dialogue de commandement. Et ce dialogue de commandement, c'est précisément le fait d'opposer au président de la République tous les arguments qui démontreront que son intuition n'est pas bonne, que son intention n'est pas forcément droite. Parce que par ailleurs, il y a évidemment dans le fait que vous engagiez la vie, la nécessité de juger de la légitimité de l'intention. Parce que ce que vous savez très bien quand vous êtes chef militaire, parce que vous êtes vous-même passé par des stades où vous étiez simple exécutant, c'est que quand on envoie quelqu'un en combat, la question de la légitimité est absolument centrale. Voilà. Que vous ne donnez pas la mort sans bonne raison. Et vous ne risquez pas votre vie sans bonne raison. Et donc le chef militaire, il a à la fois des arguments techniques à faire valoir au président de la République, des arguments tactiques et opérationnels, et puis il est très attentif à ce que soient parfaitement précisées les conditions de la légitimité de l'engagement qui sera demandé. Voilà. Et ce dialogue de commandement, c'est bien ça l'expression, est-ce qu'il est particulièrement difficile, entre guillemets, avec des générations de politiques qui, pour le coup, ce n'est pas de leur faute, n'ont jamais connu la guerre, par rapport à des générations de politiques avant qui avaient une familiarité, on va dire, générationnelle avec la guerre, ou est-ce que... Bon, de toute façon, vous n'avez connu que ça, vous me direz. J'ai du mal à vous le dire parce que je n'ai pas eu de dialogue avec d'autres personnes. Non, ce dont je peux témoigner, c'est les échanges que j'ai eus quand j'étais chef du cabinet militaire du Premier ministre, avec les 3 premiers ministres que j'ai servis. C'était... De Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et d'Édouard Philippe, où j'ai vu des gens profondément pénétrés de la gravité de la chose militaire. Et donc, comme ils étaient pénétrés de cette gravité, pesant leurs mots, pesant leurs décisions, et ensuite avec le président de la République, de la même façon, une sorte de révérence vis-à-vis du militaire, ce qui n'empêche pas de dire les choses très clairement. Et d'ailleurs, la révérence augmente au gré de la franchise du militaire qu'il a en face de lui, je pense. Voilà. Donc il attend qu'il lui dise les choses. Voilà. Ensuite, il faut faire la différence entre je dis en public des choses et je les dis en privé. Évidemment, c'est normal. Mais non, je n'ai pas vu de différence particulière. Voilà. J'ai même tendance à craindre, alors le cas de ceux qui ont connu la guerre, comme jusqu'à Chirac en fait, de gens qui, parce qu'ils auraient fait leur service militaire, pourraient penser qu'ils ont une compétence qu'en réalité ils n'ont pas. Ce qu'on connaît bien dans l'armée, c'est la planification. Combien de temps prennent les choses pour se doter des arguments de sa puissance, comme vous dites, et surtout des instruments de sa puissance. Il faut combien de temps? Parce que pour l'instant, alors il y a la France qui est dans une situation particulière, qui est un peu plus autonome militairement, mais qui n'est pas non plus tout à fait prête, peut-être, ou dites-nous, demain pour un conflit armé de haute intensité. Serions-nous prêts d'ailleurs? Alors ça dépend lequel. J'aime bien votre question. Je suis incapable de dire combien de temps il faut, parce que comme vous dites, ça dépend du conflit, ça dépend du lieu du conflit. Et par ailleurs, l'Europe, si elle doit exister aussi pour faire valoir ses vues, sa politique, sa conception du monde, pas seulement face à un Russe qui l'agresserait, pas seulement face à un Iran qui dirait je me dote de l'arme nucléaire, pas seulement contre une Chine qui dirait j'étends mon empire à toute la mer de Chine, mais aussi, par exemple, en étant capable de dire voilà ma vision sur l'Atlantique, sur l'Afrique, sur le Moyen-Orient, c'est tout ça. Donc l'Europe ne doit pas seulement se voir dans une logique de confrontation à un ennemi désigné. C'est ce qui fait l'exercice, c'est ce qui rend l'exercice particulièrement difficile. Voilà. Donc ce qui fait l'Europe, c'est, et ça je crois que c'est dans ses gènes, c'est le respect d'un certain nombre de valeurs humanistes, et le fait qu'elle est extrêmement attachée par ses valeurs humanistes et par son héritage à l'importance du droit et du règlement international de manière générale.
Et à mon avis, ça, vous ne pouvez le faire valoir et le faire entendre que si vous êtes suffisamment fort et suffisamment puissant. Donc c'est ça l'originalité de l'Europe. Ça n'est pas d'exister en ensemble stratégique ou géostratégique pour être prédateur ici ou là, mais c'est d'être le dernier ensemble géostratégique si elle gagne sa puissance, capable de dire le règne du droit est nécessaire. Voilà. Et le monde doit être organisé, comme le disait Aaron, de façon multipolaire, avec des puissances dont les relations sont régies par le droit. Et c'est essentiel. Ça n'empêche pas la guerre, ça n'empêche pas les conflits, mais tout doit être fait dans le cadre du droit et tout doit ramener au droit. Et ça, je pense que c'est un des arguments principaux de l'Europe. D'accord. Mais c'est le droit maritime, c'est le droit de l'espace, c'est le droit... C'est partout où s'exprime aujourd'hui, et en particulier dans les grands espaces qui sont des espaces internationaux et normalement neutres, c'est là que s'exprime principalement d'ailleurs la prédation. Et c'est là que s'exprime la violence. Et c'est là qu'il faut absolument qu'on rappelle l'absolu intérêt du droit. Je voulais vous soumettre un aphorisme du général de Gaulle qui dit que au fond des victoires d'Alexandre, on trouve toujours Aristote. On voit ce qu'il veut dire, cette idée qu'en fait, dans les grandes décisions militaires ou géostratégiques, il y a une espèce de décantation de la culture générale, des connaissances de ce qui permet de prendre la décision. D'abord, est-ce que ça, comme aphorisme ou comme idée que la culture générale serait la vertu première du commandement, cela vous parle? Oui, bien sûr. Vous savez, la devise de Saint-Cyr, c'est « Ils s'instruisent pour vaincre ». Voilà. Donc évidemment, ça me parle. Mais ça me parle d'abord parce que pour être, je pense, un chef, et quel que soit le niveau du chef d'ailleurs, capable de comprendre quels sont les enjeux qui vont le conduire à s'engager jusqu'au plus extrême, encore une fois, on ne peut le faire que si on a une appréciation de la situation fondée sur une juste vision des rapports de force, de l'histoire, de la géographie. Tout ça compte absolument. Voilà. Ensuite, parce qu'il y a une dimension philosophique dans le métier de soldat, religieuse et philosophique, voilà, qui est liée à la mort. Et donc, vous ne pouvez pas aborder ce paroxysme de la violence, cette acmé de l'activité humaine qui est le fait de donner la mort ou de la recevoir, sans avoir de solides bases philosophiques, voilà, sans avoir réfléchi auparavant à ce que c'est que la vie, à ce que c'est que la dignité de l'homme, à ce que c'est que... Voilà, la justesse d'une cause. La justesse d'une cause. Donc tout ça, ça ne se fabrique pas du jour au lendemain, et ça doit être partagé par tout le monde, quel que soit le niveau de formation des gens. Et c'est ce qui fait que on a des exigences vis-à-vis de nos simples soldats comme vis-à-vis des grands chefs militaires. Et ce qui est assez surprenant, et ce qui est assez différent du monde civil, et qu'on prend toujours le temps d'un recul sur les choses, d'un recul sur le cours du temps et sur l'enchaînement des événements dans l'institution militaire, pour expliquer au simple matelot, au simple aviateur, au simple soldat qui va être engagé dans tel pays pour telle raison, que voilà l'histoire de cette guerre dans laquelle on va être engagé, voilà quels sont les intérêts en jeu, voilà quelle est la position de la France, voilà quelle est... Et tout ça, encore une fois, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, va lui permettre d'avoir une appréciation de légitimité de l'engagement qui est le sien, sachant qu'il est parfaitement au courant que c'est un engagement extrême. Et qu'il sera capable de contrôler sa violence, sa propre violence. Donc ça, c'est, je pense... Alors, dans les armées, vous le faites quand vous avez des formations initiales longues, comme à Saint-Cyr, l'école navale, l'école de l'air. Ensuite, vous le faites quand vous passez le concours de l'école de guerre, quand vous allez passer le diplôme d'état-major, quand vous passez une année à l'IHEDN. Mais vous le faites aussi pour tous les soldats, pour tous les sous-officiers, à chaque période d'un engagement. Et ça, c'est, je crois, assez unique dans les armées. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, Donald Trump, lui, se vante de ne jamais rien lire, même pas les notes de ses conseillers. On a le sentiment qu'il prend toutes ses décisions, y compris stratégiques ou géostratégiques, par l'intuition, par l'impulsion, on va dire. Est-ce que c'est une autre façon d'être un chef de guerre ou est-ce que c'est une mauvaise façon? Enfin, je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça, vous, en tant que quand même très haut gradé, qu'est-ce que ça vous inspire comme façon de faire la guerre? Non, c'est-à-dire que, moi, encore une fois,
Ça ne peut pas être de l'impulsion. Jamais. Jamais, d'accord. Ça ne doit jamais être de l'impulsion. Il peut y avoir des intuitions. De toute façon, une fois que vous êtes lancé dans la guerre, la dynamique propre de la guerre fait que quoi que vous ayez pu planifier, envisager au préalable, vous allez être surpris. Néanmoins, cette planification, cette programmation, elle est absolument indispensable. Et encore une fois, c'est pas quelqu'un qui le fait tout seul. Elle est accélérée aujourd'hui d'ailleurs parce que l'évolution de l'intelligence artificielle, de la numérisation fait que c'est accéléré. Mais c'est absolument indispensable d'avoir anticipé, prévu, organisé, ne serait-ce que parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet au vrai chef de guerre, qui est le politique, puisque c'est le politique qui a la légitimité, qui a la légitimité, et c'est lui qui décide, en particulier en démocratie, ça permet aux politiques de préciser ses intentions. Voilà. Je ne suis pas au courant de ce qui a été décidé par le président Trump dans cette affaire iranienne. J'ai quand même le sentiment qu'il y a eu une sorte de saisie d'opportunité. Voilà. D'accord. Et que la saisie d'opportunité, ça ne fait pas une stratégie et ça ne fait pas une vision de long terme et ça ne permet pas de définir des objectifs à atteindre. Et je pense que le simple fait de planifier, de programmer, force le politique à préciser sa vision et les conditions de l'exécution de la politique qu'il veut mettre en œuvre. C'est une forme de maïeutique. On revient sur le dialogue de commandement qu'en termes élégants, on utilise pour désigner la confrontation entre le politique et le militaire. C'est de la maïeutique. Oui. Je vais vous aider à préciser votre pensée. C'est un accouchement. C'est un accouchement, en étant en contradiction avec ce que vous pensez. Voilà. D'accord. Donc ça ne s'accommode pas de l'impulsion ou de l'intuition géniale. D'accord. Et alors justement, le fait que, comme on en parlait tout à l'heure, que Donald Trump ne soit plus cet allié aussi fiable, alors vous disiez au tout départ que ça avait été probablement une naïveté de croire en la fiabilité absolue de la protection et du bouclier américain. D'ailleurs, le général de Gaulle le disait assez tôt, c'est pour ça qu'il a voulu qu'on se dote nous-mêmes de l'arme atomique. Mais il y a une prise de conscience quand même, on a le sentiment. Est-ce que, à votre avis, cette prise de conscience, notamment dans les budgets militaires, est suffisante ? Est-ce que c'est un énorme progrès ou est-ce qu'il faudrait aller plus loin ? Ou est-ce que c'est encore autre chose, que ça dépend aussi d'un état d'esprit dans la société ? Non, ça dépend de plein de choses. D'abord, moi, je suis résolument européen, donc je ne pense pas qu'on puisse exister dans ces mondes dans lesquels des puissances s'établissent comme des pôles d'influence mondiaux, qu'on puisse exister uniquement nationalement. D'accord. Je pense qu'on ne peut pas faire quelque chose sans l'Europe. L'Europe, elle est en train d'augmenter ses budgets de défense de façon importante. Est-ce que c'est assez rapide ? Il faut aussi juger de la rapidité à la capacité qu'on a à convertir l'industrie. C'est ça. Mais ça, c'est une autre difficulté. Donc, il faut d'abord fixer les objectifs. Et puis ensuite, voir les efforts qu'on est prêt à supporter pour convertir une industrie. Et puis, les sacrifices qu'on est prêt à supporter. Il faut quand même rappeler que c'est bien de sauter sur sa chaise comme un cabri en disant la défense, la défense, la défense. Mais où est-ce que je taille dans la dépense ? Et je ne peux tailler dans la dépense que dans la dépense sociale. Il faut le dire. C'est aussi bête que ça. Je ne vois pas d'autre endroit où tailler dans la dépense compte tenu de la structure de la dépense publique en France et en Europe d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est assez rapide ? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais il n'y a pas que la dépense. Il y a aussi le fait de se doter de structures, notamment dans l'Union européenne, qui permettront au Conseil européen, au Comité politique et de sécurité, en créant un échelon politico-militaire qui permettrait de définir des politiques de défense, de structures véritablement opérationnelles qui commenceront à proposer à des politiques européens une vision commune qui emporte l'exigence de puissance. Voilà. Donc ça, c'est à faire parallèlement à l'augmentation des dépenses de défense. Et par ailleurs, vous avez raison, l'augmentation des dépenses de défense, si elle se fait en achetant américain, en réalité, on ne fait qu'accroître notre dépendance. Oui, donc, tout ça est une équation très compliquée. Moi, je pense qu'on est en train de se réveiller, que les politiques se réveillent diversement en fonction de leur situation géographique, ça c'est très clair, mais j'espère que tout le monde va réussir à rejoindre ça. Et par ailleurs, les États-Unis, je crois, le mouvement irréversible. Irréversible. Et évidemment, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se tromper en se disant que c'est une parenthèse trumpienne, quoi. Oui, je pense que ce serait une erreur. Je pense que ça a commencé avec le président Obama. Je pense que toutes les raisons
structurelles font que les États-Unis s'éloignent progressivement et que finalement ce monde atlantique qui a structuré les relations internationales et notre vision du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est quelque chose qui est en train d'évoluer en profondeur et qui ne sera plus le monde atlantique tel qu'on l'avait pensé. Et d'ailleurs, quand le président Trump parle de l'Atlantique, en fait, il parle du continent américain, de l'île américaine, qui va du Groenland à la Terre de Feu. Voilà. Et ça, il faut qu'on en prenne la mesure. Et qu'il faut sans doute qu'on sache profiter du traumatisme Trump pour pousser les Européens qui enfin ne peuvent plus mettre la tête dans le sable, ne peuvent plus ne pas voir ce qu'ils doivent voir, à avancer. Ça me paraît indispensable. Et alors, je voulais vous poser une question peut-être plus maintenant d'un ordre philosophique, mais assez ancrée dans ce que vous avez vécu. Une question sur le courage. Courage, bien entendu, j'imagine que c'est une question qui habite chaque soldat. Est-ce que je vais avoir la force de surmonter ma peur, notamment au combat? Et on imagine quelque chose d'assez personnel. Et ce qui m'a marqué en lisant votre livre, c'est qu'en fait, ça peut être aussi très collectif. Et ça m'a marqué à travers peut-être une scène que je vais vous laisser peut-être raconter dans le sud irakien, où vous êtes déployés avec vos hommes et où la sonde, ou l'appareil qui sert à détecter les gaz neurotoxiques se met à retentir ou à clignoter, je ne sais plus. Et là, quand même... il y a la peur et peut-être vous pouvez raconter parce que c'est vous le baromètre final de savoir. Oui, parce qu'une fois qu'on a testé tous les moyens pour montrer qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas de gaz neurotoxique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui enlève son masque et qui respire un grand coup. Voilà. Et donc il y a un moment où il faut franchir le pas, comme il y a un moment où il faut sortir de la tranchée, comme voilà. Et là c'est le commandant qui doit le faire. Ah oui, c'est le commandant qui doit le faire. C'est assez frappant. J'ai vu l'autre jour un documentaire qui s'appelle Andrivka 2000 Meters, qui est un documentaire réalisé en Ukraine où on voit un bataillon d'infanterie se battre pendant des mois pour aller conquérir une position. Enfin, c'est un documentaire très rude. Il n'y a pas un seul officier en tête. Pas un seul. C'est très étonnant. Ah oui. Les officiers sont tous à l'arrière. Ah bon ? Oui. Regardez ce documentaire qui est très éprouvant d'ailleurs parce que ils ont mis des GoPros sur les casques des soldats, donc on voit des gens mourir en direct, mais les officiers sont à l'arrière. Donc, au mieux, il y a des sous-officiers, des sergents en tête, mais c'est tout. Et ça vous a marqué, ça, parce que... Moi, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que c'est le contraire de l'esprit français. Voilà. D'accord. L'esprit militaire français, c'est d'abord la guerre est une chose intelligente, la guerre est une chose collective, et la guerre est une chose qui nécessite qu'on laisse de l'initiative. La guerre est une chose qui nécessite qu'on s'engage et qu'on s'expose et que le chef essaye de pratiquer une forme d'exemplarité qui tient à sa situation de chef, sinon voilà, et à laquelle vont le pousser la totalité de ses hommes. Mais c'est la même chose que l'honneur. Je suis grand chancelier de la Légion d'honneur. Ce que je pense, c'est que l'honneur, c'est le souci de sa propre dignité. Et quand vous êtes comme moi, même si aucun de vous n'en est persuadé, convaincu de votre propre indignité, de votre propre insuffisance, de ce que j'ai découvert moi au combat, qui est cette bestialité qui fait horreur, je ne suis pas rassuré sur ma dignité. Je ne suis pas rassuré sur ce que je vaux. Et ce qui va me pousser, c'est le regard des autres. Oui, dans cette situation propre où vous avez à enlever un masque, et c'est-à-dire à possiblement mourir, ce qui vous conduit à vous tenir droit et enlever ce masque, c'est le regard de vous. C'est le regard des autres. C'est de rester à hauteur de votre propre dignité et du respect qu'il vous manifeste. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si vous êtes conscient de votre indignité, l'envie de la dignité, le besoin de cette dignité va vous permettre de vous hisser au-dessus de vous-même en étant à la hauteur de ce que les gens attendent de vous. Vous dites d'ailleurs que la promesse est un bon terreau pour l'héroïsme. C'est-à-dire que quand on se fait des promesses collectives, c'est généralement ce qui vous tient après pour... Moi, je pense même que c'est un beau terreau pour la vertu de manière générale. D'accord, de manière générale. Oui. C'est-à-dire que le serment. Le serment, voilà. Et le serment public. D'accord. Parce que l'engagement public vous contraint à respecter l'engagement. C'était un sujet que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais lieutenant, capitaine, chef de corps de mon régiment. Je mettais en avant la fidélité conjugale.
Et au début, ça choquait un peu mes soldats. J'ai dit, écoutez, voilà, vous ne pouvez pas, puisque vous êtes mariés et que vous avez des enfants, lorsque vous êtes en opération, tromper votre épouse. C'est pas possible. Vos soldats vous voient comme un homme marié avec des enfants, avec peut-être la moindre disponibilité qui est la vôtre, parce que le soir, vous partez, vous les laissez seuls, ils sont célibataires, jeunes, et vous allez voir votre épouse et vos enfants. Donc si vous rompez ce serment-là... Le serment du mariage. Le serment du mariage, même si vous êtes pacsé, enfin, je veux dire, de cet engagement de fidélité. Mais quand je disais ça, bien sûr, je me contraignais évidemment moi-même. Parce que personne n'est exempt de la tentation. Et donc, en sachant que je prenais publiquement cette posture-là vis-à-vis de mes hommes, je savais que je m'imposais à moi-même encore plus d'exigences de fidélité. Donc, oui, c'est bien. Il faut ne pas en abuser, bien sûr. Et il faut éviter de donner des leçons de morale. Mais dire, je vais essayer d'être vertueux. Je me promets d'être vertueux, je prends l'engagement d'être vertueux, je pense que ça rend plus difficile la trahison de la parole après. Ça vous pousse à la vertu, que ce soit le courage ou autre chose. Oui. Et alors, est-ce que c'est ça la fraternité au combat, c'est-à-dire cette contrainte que vous impose finalement le regard de l'autre, l'attente de l'autre et l'envie de préserver l'autre aussi. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est la fraternité? La fraternité. Alors, d'abord, le combat, c'est quelque chose de collectif. Comme tout métier, me direz-vous, mais dans le combat, il y a l'extrême encore une fois, de la proximité de la mort, qui fait que cette dépendance des autres, elle est encore plus aiguë, voilà, et que son enjeu est extrême. Et donc, cet engagement collectif nécessite que chacun, à sa place, fasse précisément son travail, soit précisément compétent. N'aille pas se cacher parce qu'il a peur, et à ce moment-là, il vous abandonne, et tout le groupe est désarmé parce que celui qui devait faire telle chose ne l'a pas faite. Donc ça, ce sentiment de dépendance mutuelle, il est très puissant dans les armées, encore une fois, parce que le travail est collectif et parce qu'il est collectif dans et pour la mort. Voilà. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que ce qui est au fond de vous-même, c'est-à-dire à la fois cette violence, cette bestialité et cette peur, qui est une autre forme de bestialité, qui est naturelle, vous ne parviendrez à la dompter que par le regard de vos hommes. Vous ne parviendrez à le surmonter que parce qu'ils vous rappelleront une exigence de dignité, parce qu'ils vous rappelleront qu'ils comptent sur vous. Voilà. Et donc, au-delà de la dépendance technique, professionnelle, opérationnelle, il y a une dépendance éthique fondamentale qui est à la base de cette fraternité. Vous savez et vous acceptez d'être infiniment dépendant à vos frères. Et je pense que c'est ça la fraternité, c'est l'acceptation de la dépendance. C'est une belle définition. On parlait du courage. J'avais une question à vous poser, notamment aussi en tant que grand chancelier de la Légion d'honneur, parce que il y a eu beaucoup de débats ces dernières années, notamment dans l'armée, sur la question de l'héroïsme. Qu'est-ce qu'un héros? Et parfois, des lignes qui se troublent entre le héros et la victime. Je dirais, comment on gère ça? Comment on gère? Je ne sais pas comment on le gère, mais qu'est-ce que ça pose comme problème aux armées? Si ça en pose un, d'ailleurs. Non, ça ne pose pas de problème aux armées aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que les armées, très clairement, disent la vocation d'un soldat, c'est l'héroïsme. Voilà. Et donc, prétendre que je vais donner un statut de victime, ce qui est nécessaire, et c'est bien qu'il y ait un statut de victime, et je pense que c'est nécessaire à la réparation des traumatismes profonds éprouvés par les victimes. Mais un soldat ne peut pas être une victime, parce qu'il est le sujet conscient de la mission qu'il remplit. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est très important dans la motivation d'un soldat. Il n'est pas l'instrument d'une mission, il est le sujet conscient d'une mission. Et étant un sujet conscient et considéré comme tel par ses camarades et par ses chefs, il agit de façon volontaire. Et donc, quand vous êtes volontaire, vous n'êtes pas victime, vous êtes acteur. Voilà. Et c'est essentiel de conserver ça. Ça n'empêche pas que de temps en temps, il puisse y avoir des soldats qui soient des victimes d'abus, je ne sais pas quoi, mais enfin, dans le combat et dans le métier militaire, dans ce qui est le cœur du métier militaire, un soldat est un sujet conscient de sa mission. Et à ce titre, il ne peut pas être, encore une fois, victime. Ce qui est vrai, c'est que le général Georgelin, quand il était grand chancelier de la Légion d'honneur, a créé une médaille qui s'appelle la médaille de reconnaissance des victimes du terrorisme, qui permettait d'éviter que l'on donne la Légion d'honneur à toutes les victimes des attentats terroristes.
Et ça me paraît très bien. Cette décoration-là permet une reconnaissance de l'État, permet une reconnaissance du traumatisme et du préjudice subi, mais fait très nettement la différence entre ce qui a été subi précisément et ce qui est l'acte héroïque et l'action de quelqu'un sujet conscient de la mission qu'il remplit. D'accord. Une autre notion que je voulais qu'on creuse ensemble, on l'a déjà un petit peu abordée, mais c'est la notion d'autorité. Parce que dans le langage, je dirais, un peu de tous les jours, l'autorité, c'est le coup près qui tombe, c'est la décision presque arbitraire. L'autorité, c'est une notion très différente chez les militaires. C'est presque une notion de confiance et d'amitié. Pour moi, ça devrait être pour tout le monde, d'ailleurs. Oui. Je disais quand j'ai préparé un texte sur l'exercice du commandement à l'époque où j'étais jeune officier avec un de mes camarades, pour le général Torette, qui était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque. Et j'avais lu un que sais-je sur le commandement, dans lequel un philosophe qui s'appelle Marsal parlait du Cid Campéador, dont le cadavre ligoté sur son cheval continuait d'emmener ses troupes à la bataille. Et le simple fait qu'il voit cet homme sur son cheval leur donnait confiance et leur permettait de suivre le Cid Campéador. Et il termine en disant « C'est donc la condition nécessaire de l'obéissance est dans l'âme de ceux qui obéissent. La condition nécessaire de l'autorité et son foyer central, c'est l'âme de ceux qui obéissent. » Donc il n'y a pas d'autorité sans prendre en compte comme un sujet les gens avec lesquels vous allez agir. Il n'y a pas de... Je ne refuse pas la verticalité, il faut un chef et un subordonné, mais compte tenu de la gravité de ce que vous demandez aux gens, vous ne pourrez obtenir qu'ils vous accompagnent dans l'exécution d'une mission que si vous les avez traités en sujet conscient, que si d'abord vous leur avez manifesté un infini respect, que si vous avez fait appel à leur intelligence, à leur dignité. Et donc c'est effectivement le contraire d'une sorte d'autorité brutale qui consisterait à donner un ordre ou à donner des consignes sans se soucier de la façon dont celui qui reçoit cette mission la reçoit, la comprend et va s'associer à vous dans la réalisation de cette mission. D'accord. Donc oui, mais ça devrait être pareil pour tout le monde, en fait. Et comment ça s'organise concrètement dans les armées ? Est-ce que c'est des procédures, on va dire, qui permettent d'installer, par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'esprit critique qui doit pouvoir s'exercer, y compris dans la troupe, et donc finalement faire confiance à votre supérieur parce qu'il vous a écouté. Est-ce que c'est des histoires de passer, je sais pas, le Noël avec la troupe ? J'en sais rien, mais dites-moi comment ça s'installe. Il y a plein de choses. D'abord, je voudrais pas qu'on croie que dans les armées, on est toujours exemplaire. On ne l'est pas, malheureusement. Okay. Donc c'est pas un long fleuve tranquille et on peut pas dire que les armées sont un endroit où il peut y avoir des gens plus ou moins intelligents, en plus ou moins bonne forme, qui commandent plus ou moins bien. Mais le principe du commandement, d'abord, c'est être avec. Parce que commander, c'est mander avec. Commander. Donc, c'est pas manager. Dans le côté management, il y a un côté organisationnel. Ensuite, il y a une structure des ordres dans les armées, qui est une structure qui fait appel à l'intelligence de ceux qui vont mettre en œuvre les ordres. D'abord parce qu'on ne donne jamais de consignes, on donne toujours des missions. Ensuite, parce que quand on donne une mission à quelqu'un, et en lui donnant la mission, on lui laisse l'initiative qui va lui permettre d'adapter son comportement et d'adapter les propres ordres qu'il donne et d'adapter sa tactique à l'ennemi qui est en face de lui pour atteindre un objectif dont on lui a expliqué dans l'ordre les fondements. Donc, toute structure d'ordre dans les armées est un ordre qui commence par un exposé des motifs par lequel le chef dit « Voilà ce que je vais vous demander, et voilà pourquoi je vous le demande de cette manière-là. » Donc c'est jamais « Faites ça », jamais. Voilà. Et c'est toujours afin d'atteindre tel résultat, et compte tenu du contexte qui est celui-là, compte tenu de l'analyse que je fais, voilà ce que je vous demande de faire. Donc la structure même de l'ordre fait appel à l'intelligence, et en cela reconnaît la dignité de la personne. C'est un impératif absolu. Encore une fois, respecté diversement, mais en tout cas, dans la doctrine des armées, c'est absolument central. Parce qu'on a besoin de l'initiative des gens,
c'est pas gratuit, c'est pas juste parce qu'on est très gentil, c'est pas juste parce qu'on est bien meilleur que le civil, c'est parce qu'on a besoin de l'initiative des gens. Mais l'initiative, ça fait plusieurs fois que vous employez ce mot, l'initiative dans la discipline, même comme une forme de discipline. Comme une forme de discipline, avec cette éthique de l'obéissance qui, à mon avis, caractérise l'institution militaire par rapport à toutes les autres institutions. Le général Lagarde disait l'initiative au combat est aujourd'hui la forme la plus élaborée de la discipline. Voilà. Il y a que l'initiative au combat est la forme la plus élaborée de la discipline. Oui, ah oui, c'est magnifique. Oui, c'est beau. Et donc, ça veut dire que vous avez une confrontation d'intelligence et de volonté, le combat. C'est ça. C'est ce qui fait que les gens sont toujours fascinés par la guerre. C'est toujours qui fait qu'il y a toujours des grands théoriciens de la guerre et du combat. C'est que cette confrontation de volonté et d'intelligence aux extrêmes, elle se fait dans la guerre. Et donc, dans la guerre, si vous avez tout planifié, tout rigidifié, et que vous ne laissez aucune capacité d'adaptation aux échelons qui sont en contact, vous courez à votre perte. Donc, le combat nécessite l'initiative des petits échelons, et de tous les échelons. Cette initiative est encadrée, mais surtout, plus que cadrée, elle est orientée par un objectif dont on a expliqué, encore une fois, les prolégomènes et ce qui conduit à définir cet objectif comme ça. Voilà. Donc c'est un appel à l'intelligence et c'est une suggestion d'initiative. Ça, c'est la première raison pour laquelle vous ne pouvez pas commander autrement qu'en respectant la dignité de la personne qui est en face de vous et en le considérant comme quelqu'un d'intelligence égale à la vôtre. Et en étant convaincu, encore une fois, que s'il ne se comprend pas comme sujet conscient d'une mission, mais simplement comme instrument à disposition d'une mission, on n'y arrivera pas. Il est le sujet conscient d'une mission. Voilà. Et ensuite, il y a le problème de la légitimité et de la difficulté à donner la mort. Voilà. C'est l'obstacle éthique. Et donc l'obstacle éthique fait que vous n'obtiendrez jamais d'un soldat que s'il n'est pas profondément convaincu que l'intention qui guide son action est droite, s'il n'est pas absolument convaincu de la légitimité de la mission que vous lui avez confiée, il refusera de tuer la personne qui est en face de lui et il refusera d'exposer sa vie. Donc ces deux conditions qui sont la légitimité partagée par tous et l'initiative vous obligent à une certaine forme de commandement qui fait appel à l'intelligence et qui respecte les différents échelons. C'est-à-dire que la vision d'un président dans son bunker qui voit en direct, parce que les types ont des caméras, les commandos en train de tuer Ben Laden, c'est une vision complètement fausse. Ça n'existe pas. Voilà. D'accord. C'est la meilleure façon d'aller au carton. D'accord. Alors, ma dernière question... c'est une question récurrente, c'est ma question billets d'euros. Alors bon, bien sûr, vous connaissez les billets d'euros, ils représentent des arches et des ponts qui n'existent pas. Et nous trouvons à l'Express que ce n'est pas rendre justice, on va dire, à la culture ni à la civilisation européenne, dont nous avons parlé un petit peu avant. Donc, notre contribution, c'est de demander à chacun de mes invités ici si vous aviez une personnalité ou une figure historique à mettre pour incarner l'Europe sur les billets, mettons, de 20 €, laquelle serait-elle ? Et pourquoi 20 ? Parce que c'est les plus fréquemment en circulation, donc on choisit, quitte à choisir des billets d'euros, choisissons, voyons grand. Écoutez, moi je regarde les figures qu'on avait sur nos billets, qui étaient des grands artistes, des grands écrivains, etc., ce qui évite de mettre des politiques. Je pense que je prendrais Charles Péguy. Je prendrais Charles Péguy parce que précisément, c'est lui qui dit il faut toujours dire ce que l'on voit, et ce qui est le plus difficile encore, voir ce que l'on voit. Voilà. Et donc Charles Péguy, c'est à la fois un grand intellectuel, c'est un homme très engagé, c'est un homme avec un parcours mystique incroyable, c'est un homme extrêmement lucide et courageux, et puis c'est un officier qui meurt au combat. Qui est mort au combat. Parce qu'il a regardé et qu'il a vu ce qu'il fallait voir et qu'il a vu ce qu'il voyait. Voilà. Donc je choisirais Charles Péguy, je crois. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre et à nous laisser des commentaires sur toutes vos plateformes habituelles de podcasts et de vidéos. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau grand entretien.